Merci à tous. Merci Sonia, bonjour à toutes et à tous. Donc juste pour démarrer, pour préciser, c'est un webinaire en 3 temps. Donc déjà, il y aura les résultats de l'enquête régionale du RCC que je vais vous présenter en 40 minutes. Ensuite, le partage de 3 retours d'expérience. 2 campings, le camping des 12 cols dans l'Ain, le camping de la Clairette et le restaurant Tratino à Lyon, dans le 69. Et ensuite, il y aura un échange sur les friches pratiques et perspectives 2023 de 10 minutes. Donc, je laisse la parole à Patrick qui va vous présenter le RCC et l'action 2022 auprès des professionnels. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être bref parce que l'important, c'est de voir l'étude. Donc, cette étude a été faite dans le cadre de la convention triennale qui lie la région Auvergne-Rhône-Alpes et le réseau Compost Citoyen, le RCC, le RCC qui regroupe tous les acteurs du territoire, qu'ils soient professionnels, entreprises ou collectivités, sur l'activité de compostage et de traitement des biodéchets sur place. Donc, le thème du traitement sur place des biodéchets chez les professionnels a été défini par l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, la région et le RCC Aura. Il s'agissait de faire l'état des lieux du traitement sur place des biodéchets chez les professionnels qui sont producteurs biodéchets, et ceci pour un volume inférieur à 10 tonnes par an. Les gros producteurs, donc plus de 10 tonnes, n'étaient pas concernés puisqu'ils ont une autre réglementation qui s'applique pour eux, déjà depuis un moment. Et donc cette étude, bien sûr, c'est avant la mise en application de la loi AGEC, donc la loi contre le gaspillage alimentaire et pour l'économie circulaire, qui va imposer le tri à la source des biodéchets pour tous, particuliers comme professionnels, le 1er janvier 2024, donc c'est dans moins d'un an. Ça vient très vite et donc pour les professionnels, c'était important de faire cet état des lieux. Et vous le verrez, tous les secteurs de l'économie, donc des entreprises qui produisent des biodéchets, tous les secteurs ne sont pas au même niveau et il reste beaucoup à faire. Voilà, brève introduction et je te rends la parole, Julia, pour présenter l'étude. Merci. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je ne sais pas si l'écran bouge bien. Voilà. Donc, pour les résultats de l'enquête régionale du RCC, donc déjà, on commence par un rappel réglementaire. Je vais essayer aussi d'être brève. Patrick en a déjà un petit peu parlé, mais voilà, pour pas trop monopoliser sur ce sujet, mais c'est quand même important de reposer les bases. Donc déjà, on a plusieurs échéances en termes de dates qui étaient prévues pour le tri à la source des biodéchets des professionnels. Donc le Grenelle 2 avait engendré l'arrêté du 12 juillet 2011 qui créait des catégories, des seuils de gros producteurs à partir duquel ils devaient mettre en place un tri à la source des biodéchets et une valorisation pour un retour au sol. Donc en 2016, le seuil il est de 10 tonnes an et donc il est resté 10 tonnes an pendant un moment. Donc au-dessus de ce seuil, les professionnels devaient mettre en place un tri à la source des biodéchets. Et puis, la loi anti-gaspillage économie circulaire de 2020 est venue rajouter 2 nouvelles dates. Donc, le 1er janvier 2023, c'est le seuil qui est devenu 5 tonnes an. Donc, à partir de 5 tonnes an, si vous êtes gros producteur, vous devez mettre en place le tri à la source des biodéchets. Et puis, le 31 décembre 2023, c'est-à-dire dès 2024, pour tout le monde, les ménages et les professionnels. Donc, c'est-à-dire que tout le monde va devoir prendre en charge le tri à la source des biodéchets, aussi bien les collectivités que les pros. Pour rappeler les biodéchets, la définition qui est importante de bien connaître, c'est à la fois tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, donc c'est-à-dire des déchets verts, mais aussi tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine. Donc on est bien à la fois sur la partie alimentaire et la partie déchets verts. Maintenant, on voulait aussi rappeler certains points concernant les biodéchets, parce que vous le verrez, c'est important sur les résultats de l'enquête. Donc, aussi rapidement, pour dire que donc, les déchets de cuisine et de table, les déchets alimentaires, sont considérés au sens de la réglementation comme des sous-produits animaux de classe 3. Donc voilà, et ces sous-produits d'animaux de classe 3, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. En fait, il y a un arrêté qui définit de quelle manière on peut le traiter. Donc, c'est l'arrêté du 9 avril 2018
qui dit que voilà, à partir du moment où on est un déchet de cuisine étable, il faut soit que ce déchet soit valorisé en installation de compostage ou de méthanisation disposant d'un agrément sanitaire, donc c'est-à-dire avec un cadre administratif qui montre qu'on va pouvoir traiter ce biodéchet, qu'on est en mesure de le traiter, soit via le compostage de proximité, donc qui est exempté d'agrément sanitaire et donc un peu cette lourdeur administrative, parce que voilà, le compostage de proximité a montré qu'on était tout à fait capable de traiter ces déchets de cuisine étable. Néanmoins, il y a un autre point important, vu que c'est des sous-produits animaux de classe 3, il y a un règlement européen qui dit que pour des raisons sanitaires, il est interdit de valoriser ces sous-produits de classe 3 pour l'alimentation d'animaux d'élevage, autres que les animaux à fourrure, donc c'est-à-dire en fait pour l'alimentation d'animaux type où on va consommer la viande, le lait ou les œufs, donc par exemple les poules. Donc c'est vrai que c'est important de savoir ça, que en fait le traitement des biodéchets via les poules est en fait interdit au sens du réglementaire européen, la réglementation européenne. Maintenant, si on vient dans le vif du sujet et donc sur les objectifs de l'étude et la méthodologie qui a été menée, déjà, c'était de réaliser une opération d'état des lieux, savoir ce qui est fait par les professionnels. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des échéances réglementaires, mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui et comment c'est mis en place. Aussi, c'était créer une base de contact de réseaux de professionnels, savoir comment on pouvait atteindre les pros, via quel réseau et quel réseau traitait de ces questions-là aujourd'hui avec les professionnels. Formaliser les solutions éprouvées qui rentraient dans le cadre, bien sûr, de la gestion de proximité. Et donc, c'est les éléments qu'on va vous présenter par la suite. Et puis, restituer ces informations sous forme de webinaires et de fiches actions destinées aux professionnels. Voilà, donc on présentera notamment les fiches actions à la fin de l'échange. Les premières fiches actions qui sont en cours de validation. Le périmètre de l'étude, donc déjà, je l'ai déjà un peu dit, mais la catégorie de biodéchets sur laquelle on a accès, c'est les déchets alimentaires uniquement. On ne s'est pas intéressé aux déchets verts dans un premier temps. En fait, c'était surtout les déchets alimentaires qui pouvaient être produits par les professionnels ayant une cuisine. Donc voilà. Et pour la catégorie de professionnels, vu qu'on était en dessous de 10 tenants, donc on s'est concentré sur les hébergements, les établissements de restauration, les commerces alimentaires. Et on a eu également d'autres retours d'expérience comme un centre médico-social ou un foyer de travailleurs. Le périmètre géographique qui a été pris en compte pour l'étude, c'est la région, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Pour la méthodologie, donc, comment on a procédé? Donc, à partir de mai 2022, on a contacté déjà des organismes en lien avec les professionnels, donc des institutionnels, chambres de commerce, chambres de métiers, des fédérations de professionnels, des réseaux pro, des collectivités, des professionnels et associations, des prestataires en fait qui proposaient déjà des solutions de gestion de ces biodéchets aux professionnels et des organismes de labellisation. L'objectif pour nous, via ces contacts, c'était d'obtenir une liste de professionnels qui avaient déjà mis en place quelque chose et qu'on pouvait contacter dans le cadre de notre enquête. Et ensuite, donc, une fois qu'on a eu cette liste, enfin qu'on a établi cette liste, on a, entre juillet et octobre 2022, donc, procédé à une enquête téléphonique pour les contacts de professionnels obtenus, donc entre 20 et 30 minutes environ. Donc ça concernait la plupart des contacts qu'on avait eus. Et il y a seulement pour la Fédération régionale d'hôtellerie de plein air où on a travaillé un peu différemment. On a d'abord envoyé un questionnaire en ligne. La fédération l'a envoyé au camping adhérent. Et puis ensuite, ça nous a permis de faire le tri en fait sur les campings qui avaient déjà mis en place quelque chose ou pas et ceux qui acceptaient d'aller plus loin aussi sur le questionnaire, d'être rappelés ensuite par la suite pour un complément d'enquête téléphonique. Et donc voilà, ça nous a permis d'avoir des résultats un peu plus consolidés. Voilà pour la méthodologie. Donc maintenant, je vais vous présenter les principaux résultats de l'enquête à l'échelle de l'ensemble des professionnels.
Donc déjà, on a obtenu 124 contacts de professionnels, donc à partir de voilà, nos demandes auprès des différents organismes que j'ai cités précédemment. Et donc, sur ces 120 contacts de professionnels, il y en a 73 qui ont répondu à l'enquête téléphonique mail et donc 58 qui ont répondu uniquement à l'enquête téléphonique qui était donc complète. Donc, on voit qu'il y a une grosse part de camping. Le moyen d'action en fait, qu'on a mis en place avec la Fédération d'hôtellerie de plein air régionale a permis vraiment d'obtenir un grand nombre de résultats. Et donc, on a 37 campings qui ont répondu à l'enquête mail téléphonique. On a aussi des restaurants qui ont répondu, 14. Et puis après, on voit que sur les autres catégories, hôtels, restaurants, gîtes, centres de vacances, cafés, traiteurs, boulangeries, commerce alimentaire et les autres, donc qui regroupaient plusieurs types de professionnels. Voilà, on avait déjà moins de contacts à la base, donc dans notre liste, et forcément moins de réponses aussi qu'on a obtenues par la suite. Maintenant, si on regarde la localisation géographique, on est sur l'ensemble de Auvergne-Rhône-Alpes. On a bien balayé le territoire. Il y a donc, par contre, quelques départements qui n'ont pas transmis, enfin, on n'a même pas eu de contact d'organisme, donc c'était compliqué d'avoir des contacts de professionnels. Donc, on a le Cantal, l'Allier et la Haute-Loire voilà, qui sont peu représentés. Mais sinon, on voit globalement, on couvre assez bien la région. Sur les tonnages estimés des professionnels ayant répondu, donc là, déjà, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait 16% des enquêtés qui connaissent leur tonnage de biodéchets. Donc, c'est-à-dire que ça va être soit ceux qui ont mis en pesée, qui sont assez rares, soit ceux qui sont en fait collectés et qui ont une facture à la fin du mois qui leur permettent de connaître vraiment la quantité de biodéchets. Donc, il y a vraiment une méconnaissance de la part des professionnels de la quantité en fait, de biodéchets produites sur leur établissement. Nous, on a essayé d'estimer le gisement de tous ces professionnels à partir des ratios de la bibliographie. Donc, on est autour de 4,3 tonnes en moyenne de gisement. Toutefois, on a des incertitudes sur le gisement camping où il y a très peu, enfin, il n'y a pas de ratio de bibliographie et donc on a plus de mal à l'estimer. Sur le tonnage estimé, on a une fourchette donc, qui va de 0,5 à 9,9 tonnes an, sachant que, voilà, comme je l'ai dit, en périmètre, on s'est intéressé uniquement aux déchets alimentaires, donc les déchets verts ne sont pas comptés. Donc, on voit qu'on aurait déjà certains professionnels qui potentiellement dépasseraient s'ils produisent à côté des déchets verts. Et on a 3 campings aussi qui dépassaient les 10 tonnes an légèrement, mais encore une fois, avec une incertitude sur le gisement calculé. Le 53% des interrogés sur le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire ceux qui ont en fait répondu à l'enquête téléphonique complète, déclarent avoir mis en place des actions pour réduire le gaspillage alimentaire au sein de leur établissement. Donc, c'est aussi une donnée importante, c'est-à-dire que les professionnels qu'on a interrogés, il y en avait quand même la moitié qui étaient déjà sensibilisés sur le gaspillage alimentaire et qui mettaient en place des pratiques de réduction. Maintenant, sur les solutions qui ont été évoquées par les professionnels enquêtés, donc on le voit avec une très grosse part de compostage en bac. On a 43 enquêtés qui ont choisi cette solution, donc majoritairement des campings et également, on le verra par la suite, mais des gîtes, centres de vacances également. Ensuite vient la collecte, les micro-collectes, qu'elles soient en vélo ou en camion-camionnette. Ensuite, des solutions mixtes, compostage avec aussi don à des animaux donc, qui sont sur place, ou alors du don à des agriculteurs, ou enfin, j'ai mis tierces personnes, mais c'est des agriculteurs pour donner à leurs animaux. Donc là, il y avait aussi cette solution qui était évoquée. On a vu qu'elle ne correspond pas du coup à la réglementation sanitaire, mais elle est en tout cas pratiquée par des professionnels dans des milieux plutôt ruraux. Du compostage en tas. On avait aussi un composteur innovant qui est un composteur fontaine qui a été mis en place sur un foyer de travailleurs, un ESAT, où le composteur est rotatif et tourne à l'aide d'eau. Donc voilà, c'était un peu le composteur qui sortait un peu du lot par rapport aux autres types de compostage qu'on a eu. Et puis sinon aussi une solution de lombricompostage en mixte avec de la collecte à vélo.
une solution juste sur des poules. Et puis, une dernière solution aussi qui a été enquêtée, c'est le composteur partagé pour professionnels au sein d'une commune rurale, la mise en place d'un composteur donc, sur un lieu public destiné uniquement aux professionnels qui pouvaient apporter leurs déchets. Donc voilà, c'est une solution aussi intéressante qui a pu être enquêtée. On a aussi posé la question à ces professionnels de l'intervention de la collectivité, en fait, savoir s'ils avaient reçu une aide ou non de la part de la collectivité sur la mise en place de leur solution. Alors, 45% ont déclaré n'avoir reçu aucune aide. 4% ont bénéficié d'aide uniquement sur la communication ou ont pu être sensibilisés. 3% ont participé à une expérimentation qui était soutenue par la collectivité et 48% ont bénéficié d'une solution proposée par la collectivité. Donc ça regroupe à la fois des solutions clés en main qui étaient apportées par la collectivité et donc le professionnel pouvait en bénéficier, ou aussi des solutions, on va dire, subventionnées par les collectivités quand la collectivité en fait rencontre le professionnel et propose par exemple du compostage en bac subventionné à un prix plus intéressant que le prix du marché. Donc voilà, c'est à la fois c'est pris aussi en compte dans cette catégorie. Maintenant, je vais faire le point sur deux solutions, les deux solutions qui ont été les plus développées sur notre enquête. Donc, c'est, comme on l'a vu, le compostage en bac et la micro-collecte, donc vélo-camionnette. Donc, maintenant, sur le compostage en bac, quelques points. Donc, on l'a vu, c'est la solution la plus plébiscitée par les professionnels enquêtés. Alors, majoritairement les campings, 100% des campings qui ont été interrogés sur l'enquête téléphonique l'avaient mis en place, mais aussi les gîtes, les centres de vacances et un centre médico-social. Les recommandations techniques du RCC pour que voilà, les composteurs, enfin le compostage en bac fonctionne bien. Donc, c'est déjà d'estimer sa quantité de biodéchets pour déterminer le volume du composteur. Tous les professionnels ne le faisaient pas. Je l'ai dit, ça a été assez rare ceux qui avaient mis en place des pesées. On peut procéder par pesée, on peut procéder aussi avec des ratios. Et on peut aussi procéder en faisant appel à des personnes compétentes qui peuvent donner des retours d'expérience sur ces sites. Donc voilà, en tout cas, c'est un point qui est important pour nous, on pense, d'arriver à estimer sa quantité de biodéchets. Une solution en 3 bacs minimum aussi, un bac d'apport de biodéchets, un bac de broyat de matière sèche et un bac de maturation. Ça, c'est forcément ce que tous les professionnels avaient prévu, mais c'est ce qui nous semble être le minimum pour que le compostage fonctionne bien, notamment avec aussi de l'installation de grilles anti-rogeurs en dessous des bacs. On a eu très peu de professionnels qui ont fait des retours sur des rats ou des problématiques comme ça, mais c'est vrai que c'est toujours en tout cas une solution préventive qu'il faut mettre en place. Ensuite, prévoir des bioseaux. Donc pour les campings, peut-être à discuter si c'est pour tous les campeurs, mais à minima, en tout cas pour les hébergements type bungalow, sachant qu'aussi sur les bioseaux, il est bien de mettre en place un affichage pour rappeler les consignes de tri et ce qui peut être déposé dans le composteur. Ensuite, quelques données économiques. Donc déjà sur le coût d'achat des bacs, hors petit outillage et signalétique. Donc, on est entre 200 et 500 euros par bac, suivant la qualité et le volume de bac pris en compte. Donc, les bacs ils peuvent aller de 600 à 1000 litres. Et aussi important, hors subvention de la collectivité. Car c'est vrai que c'est un coût d'investissement, c'est un investissement voilà, qui peut paraître important, mais il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de subventions possibles de la part des collectivités et qu'aussi, donc, dans les enquêtes que nous, on a rencontrées, on peut aussi, il y avait pas mal de professionnels qui avaient construit eux-mêmes leur bac ou qui avaient fait de la récupération. Donc, 67% même des interrogés n'avaient rien payé pour leur composteur. Sur la durée de vie, on est
entre 5 et 10 ans, suivant la qualité, bien sûr, du matériel. C'est sûr qu'avec des bacs qui vont coûter plus cher, on va plutôt se rapprocher des 10 ans. Et puis, sur des bacs qui vont être moins chers, potentiellement, au bout de 5 ans, il faudra les renouveler. Le coût moyen du compostage, donc là, ce n'est pas issu de notre enquête, mais c'est issu d'études. On voulait rappeler qu'on est sur une fourchette entre 0,26 et 0,58 euros du kilo. Donc voilà, ça peut donner en tout cas un coût estimatif à prendre en compte. Maintenant, sur les données, sur le temps passé sur le compostage. Donc, sur les enquêtes, on était en moyenne à 2 personnes qui s'occupent du site, qui, en fait, avec un temps passé de 5 minutes à 4,5 heures par semaine. Donc, on voit que c'est très différent selon les professionnels qu'on a enquêtés, mais on se retrouve quand même sur un temps médian, un temps moyen de 1 heure par semaine, environ 10 minutes par jour, quoi. Donc, on avait quand même beaucoup de professionnels qui étaient dans ce laps de temps-là. 55% déclarent avoir été formés, soit par la collectivité, soit par des associations ou des prestataires qu'ils avaient contactés. Donc, c'est un chiffre qui est plutôt intéressant, mais après, ce qu'on voulait indiquer, c'est que la formation, en tout cas de référent de site, elle permet de connaître le b.a.-ba du compostage, et donc elle pourrait permettre à tout professionnel qui a besoin de formation de venir compléter, lui apporter en tout cas les éléments dont il aura besoin pour gérer son site. Et c'est notamment une formation qui est délivrée par des organismes habilités reconnus par l'État et qui est éligible au compte personnel de formation ou aux OPCO, aux opérateurs de compétences, qui donc utilisent les financements pour des formations des professionnels. Donc voilà, sur le temps passé. Maintenant, on regarde les avantages du compostage en bac qui ont été évoqués par les professionnels. Donc déjà, la réduction des ordures ménagères, c'est un des premiers points qui est cité par les pros. Valeur ajoutée pour l'image de l'entreprise. Et pour notamment les campings ou les gîtes, il a été souvent cité le fait que c'était notamment aussi pour les clients, vraiment une valeur ajoutée, les clients qui étaient éco-responsables déjà, qui avaient l'envie de poursuivre leur pratique la pratique qu'ils font à la maison, la poursuivre lors de leurs vacances. C'était pour eux un vrai plus d'avoir cette possibilité-là sur leur lieu de vacances. Le faible coût de fonctionnement, donc on l'a vu aussi, une durée de vie entre 5 et 10 ans, donc, qui peut être relativement importante. Le compostage aussi, donc c'est la gestion des biodéchets, ça peut servir à l'obtention d'un label, et maintenant il y a même des labels qui l'imposent en fait, qui imposent la gestion des biodéchets sur ces établissements, ces hébergements en tout cas. La production d'un abondement organique, le fait qu'on va produire un compost qu'il est possible d'utiliser sur les espaces verts des gîtes, des campings ou tout établissement. Voilà. Donc, c'est une vraie valeur ajoutée. Bien sûr, la réduction de l'impact environnemental, le geste vertueux pour l'environnement, et notamment aussi le fait qu'il n'y ait pas de transport, donc traitement sur place de la matière. Donc ça, c'est des gros points qui ont été mis en avant. Et le dernier point aussi qui a été mis en avant, c'est générateur d'emploi. Quand on va suivre une formation, quand on va avoir de l'aide pour du suivi ou mettre en place des animations sur son site, on va aussi générer de l'emploi auprès de personnes, souvent même en faisant appel à des associations ou des personnes en réinsertion. Ça peut être un vrai point fort pour le compostage. Donc, voilà. Maintenant, si on vient sur les bonnes pratiques qui ont été, les bonnes pratiques qu'on souhaite nous mettre en avant pour tout professionnel qui voudrait mettre en place un compostage en bac sur son site. Donc, le premier point, on en a déjà parlé, mais c'est se former, à la fois pour bien gérer son site, connaître les éléments techniques, les apports de broyat, comment apporter son broyat, comment faire l'aération, mais aussi pour bien communiquer.
Ça, c'était un point aussi important, c'est connaître les éléments de langage et savoir convaincre, par exemple, des clients qui pourraient être difficiles ou même dans le cadre d'autres établissements, des salariés qui ne voudraient pas participer. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi voilà, de très important. Avec une formation, on peut beaucoup plus maîtriser son sujet et savoir donc ensuite le retransmettre aux autres. Mettre en place un affichage de qualité. Donc, ce qui a été vraiment mis en avant, c'est de mettre du simple et du visuel. On peut s'inspirer des exemples de collectivités. Pour revenir au camping, aux établissements qui peuvent recevoir, par exemple, des touristes étrangers, c'est vrai que au lieu d'avoir du texte avec beaucoup de traduction, d'avoir de l'image, en fait, on va avoir déjà moins d'efforts à faire sur la traduction et puis surtout, ça va être plus parlant pour tout le monde. Donc, c'est des choses qui sont ressorties. Et puis aussi limiter les interdits. On a eu le retour que c'est vrai que communiquer de manière plus positive en essayant de ne pas forcément axer sur ce qu'on ne peut pas mettre dans le compost, mais plutôt ce qu'on peut mettre dans le compost. Et puis, sur ce point, on voulait revenir sur le fait que les déchets cuits, la viande, le poisson, voilà, s'ils sont en quantité minoritaire, ils peuvent se composter sans engendrer de nuisance, à condition qu'il y ait un bon mélange avec le broyat et qu'on le brasse régulièrement. Mais voilà, c'est un point aussi qu'on souhaitait ajouter. Donc voilà, on a remis des exemples aussi de visuels. La dernière partie sur les bonnes pratiques, bien sûr, la gestion et le suivi, on l'a dit, mais une visite quotidienne, plus on y va fréquemment, moins on y passe de temps. Donc, on voit que le temps, finalement, s'il est découpé sur la semaine, ça représente peu. Donc, c'est un point important. Il y a la tenue d'un registre indiquant la température et les retournements qui est recommandé. Ça, c'est lié à la réglementation sur le compostage partagé. Et puis aussi, pour faire vivre le site, proposer des animations sur le compostage. Ça peut être un atout, notamment pour du site touristique aussi. Ça peut être des animations pédagogiques qui peuvent intéresser certains clients, etc. Ensuite, sur l'emplacement et le dimensionnement du site. Donc, on l'a vu, mais se rapprocher d'un maître composteur ou d'une personne compétente pour l'étude de dimensionnement de site, ça peut être, c'est quelque chose qu'on recommande vraiment pour le démarrage, ou même aussi après en cas de questions ou de suivi sur son site, ça peut toujours être bien d'avoir une personne référente sur qui on peut compter. Pour l'emplacement maintenant, ce qu'il a été vu par les professionnels, ce qui a été évoqué, c'est placer les composteurs de préférence à l'ombre aussi pour éviter la chaleur en été et à proximité d'un point d'eau pour le lavage des biosaux. Ça, c'est aussi un plus si on peut avoir ces deux conditions réunies. Et puis, pour éviter aussi les erreurs de la part des clients, ne pas hésiter à mettre les bacs de compostage loin de la zone poubelle. Alors, c'est vrai que ça a été aussi évoqué par plusieurs campings. Voilà, en les mettant plus loin, en fait, c'était des gens qui faisaient vraiment l'effort d'aller au composteur et du coup, ce n'étaient pas des personnes qui passaient à côté de la poubelle et qui jetaient leur sac poubelle dans le composteur au lieu de les jeter dans la poubelle grise qui était prévue pour ça. Donc, voilà, c'est aussi un point qui peut être pris en compte pour l'emplacement du site de compostage. Je laisse la parole à Sonia juste sur un petit point réglementaire, justement sur le compostage partagé et le compostage en établissement. Oui, on vous a remis les textes si jamais vous voulez étudier en précision, dans le détail, pardon, le cadre réglementaire. Donc il y a 2 textes cadres qui sont ceux sur lesquels se base l'obligation de 2024. Et puis ensuite, il y a 2 textes concernant la mise en application, les modalités pratiques, qui sont l'arrêté ministériel du 9 avril 2018 et la circulaire du 13 décembre 2012. Là, je vous ai mis des liens hypertextes derrière, donc quand vous cliquerez, vous pourrez accéder directement à ces textes. Et je voulais vous repréciser, selon ces textes, les différents rôles
parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont être impliquées dans l'installation de compostage. Alors pour l'exploitant, donc pour ceux qui sont gérants de leur établissement, au sens réglementaire, vous êtes responsable de la bonne gestion et du bon fonctionnement du site, et vous êtes également le propriétaire du compost. Il y a, c'est un petit peu drôle, mais il y a quand même des notions de propriété sur le produit fini, et ça s'applique également quand on est sur des composteurs de quartier, par exemple. C'est seulement les habitants qui viennent amener des biodéchets qui ont le droit de récupérer le produit fini, parce qu'en fait, le déchet appartient à celui qui le produit, selon la réglementation. Donc ça, c'est pour le rôle de l'exploitant. Ensuite, vous avez celui qu'on appelle référent de site. Référent de site, comme le disait Julia tout à l'heure, c'est une formation dans le cadre d'un référentiel qui a été créé avec l'ADEME depuis une dizaine d'années, où il y a 3 niveaux en fait dans cette formation au compostage. Le niveau référent de site, c'est celui qui va gérer quotidiennement le site de compostage. Ensuite, il y a un niveau guide composteur, qui est une personne qui maîtrise différentes techniques allant du lombricompostage au compostage en établissement, à la gestion des déchets verts, et puis qui a une connaissance de son territoire. Et puis ensuite, il y a un dernier niveau qui est le maître composteur, qui est en fait vraiment l'expert du compostage, à qui on peut poser toutes les questions, que ce soit du dimensionnement, une question d'un nid de frelon qui s'installerait éventuellement à proximité du composteur, tout ce qui peut arriver dans la vie d'une installation de compostage. Je vous donne ça, c'est pas pour vous faire peur, hein, c'est juste pour donner des exemples qui peuvent malheureusement arriver, mais très rarement. Ce maître composteur, en fait, donc c'est un métier qui existe depuis une dizaine d'années, et ces personnes-là sont soit des personnes qui travaillent en collectivité sur un poste de gestion des biodéchets, soit des personnes qui sont professionnelles hors collectivité, c'est-à-dire qu'ils vont travailler dans une association ou dans une entreprise qui travaille dans l'environnement, le secteur des déchets. Donc ces personnes-là peuvent vous accompagner. Alors si c'est la collectivité, bien sûr, ce sera au titre de son travail. Si c'est un maître composteur qui est en association ou indépendant, ce sera plutôt une prestation. Mais ça peut quand même être très intéressant, notamment pour pas vous tromper sur la taille des bacs à installer et pas vous retrouver avec beaucoup trop de déchets si vous avez mis des bacs trop petits, ou à l'inverse des bacs qui sont surdimensionnés et qui se remplissent pas, et du coup vous n'arrivez jamais à avoir du compost. Et puis l'autre info qui ressort dans ces textes-là et qui est quand même importante de vous dire, c'est qu'en théorie, vous devez avoir un petit suivi dans un cahier ou sur votre ordinateur du site avec comment évolue votre bac de compost, donc un suivi des températures qui idéalement se fait avec un thermomètre adapté, mais ça peut aussi être au moins visuellement ou en mettant la main au-dessus du tas, voir si vous sentez le chaud. Ça, c'est pour s'assurer que ça s'hygiénise bien. Et puis, vous noterez aussi dans ce registre les dates des retournements. Le retournement, c'est quand vous changez de bac. Et du coup, à ce moment-là, on garde toujours le même bac pour les apports, mais on va le mettre dans le bac de maturation. C'est cette étape-là qui s'appelle le retournement, le changement de bac, et ça permet de réactiver le compost. Donc c'est important de noter à quel moment on a fait ça, puisque la maturité est atteinte entre 6 et 9 mois pour le compost. Voilà, on pourra revenir sur la réglementation juste après la partie collecte que va vous présenter Julia, s'il y a besoin. Oui. Donc, merci Sonia pour ce petit point réglementaire, voilà, qui est important de repréciser sur les sites de compostage. Donc voilà pour la on va passer donc à la deuxième solution, la micro-collecte. Donc à la fois, on a pris en compte la micro-collecte qui pouvait se faire en vélo ou en camionnette. Donc c'est la deuxième solution qui a été la plus évoquée par les professionnels enquêtés. On est autour d'une quinzaine de professionnels qui utilisaient cette solution. Majoritairement cette fois des restaurants, hôtels-restaurants, aussi des traiteurs, des cafés et certains commerces alimentaires.
Donc là, pour les recommandations techniques qu'on voulait faire part suite donc à cette enquête, c'est aussi, enfin, voilà, estimer sa quantité de biodéchets, c'est aussi un point important. Bon, là, il y a des ratios qui existent pour les restaurants et hôtels-restaurants, enfin, et même pour les commerces, qui sont beaucoup plus fiables, enfin, beaucoup plus précis, donc en tout cas qui peuvent être facilement mis en place. Mais on peut aussi se rapprocher d'un prestataire voilà, pour lui demander d'estimer sa quantité de biodéchets. Ça peut aussi être un point qui peut être choisi par le professionnel s'il n'a pas le temps de le faire. Les solutions de collecte qui ont été évoquées, donc c'est souvent celles en bioseau hermétique. Donc vous avez une image à côté de bioseau, par exemple, qui ont été utilisées par des pros. À chaque collecte, le prestataire échange le seau plein contre un seau vide et propre. Donc ça, c'est voilà, un retour qu'on a eu fréquemment sur les professionnels enquêtés. Il y a aussi, il peut y avoir une solution intermédiaire où on garde le bioseau hermétique en cuisine et puis on va vider dans un bac de 120 litres le contenu du bioseau. Et donc là, c'est le 120 litres collecté régulièrement. Voilà. Sur les fréquences de collecte, donc c'est 1 fois par semaine en fréquence de collecte minimale, sachant qu'il y avait quand même 50% des enquêtés qui étaient plutôt sur une fréquence de 2 fois par semaine voilà, sur les restaurants, hôtels-restaurants. Quelques données économiques, donc aussi pour la micro-collecte. Donc, on n'a pas d'investissement. Tous les professionnels nous ont indiqué que c'était des solutions voilà, clés en main chez les différents professionnels qu'on a eus. Voilà, il n'y avait pas en tout cas d'achat de leur part de bioseau ou autre. C'était fourni par le prestataire. Le coût de la collecte, alors ça va dépendre bien sûr du prestataire, des quantités produites, de la fréquence. Donc voilà, on a une fourchette qui allait de 0,25 € du kilo à 1,5 € du kilo, mais on est en moyenne voilà, sur 0,5, 0,53 € du kilo sur l'enquête. Encore une fois, voilà, ça va dépendre de la fréquence, du nombre de passages, enfin de ce qu'inclut aussi le prestataire dans son prix. Le temps médian passé pour la gestion du tri, selon les enquêtés, était de 0 à 5 minutes par semaine. Donc, on voit effectivement que sur la micro-collecte, on a beaucoup moins de temps passé, mais voilà, en revanche, on est sur des coûts plus importants. Sur les avantages qui ont été évoqués, on est sur donc, le premier avantage aussi évoqué, c'est la réduction des ordures ménagères. Une solution facile à mettre en place. Ça, c'était aussi évoqué presque par tous les professionnels. Alors, ça va dépendre du prestataire, mais dans la plupart du temps, on n'avait pas d'exclusion de biodéchets. Donc, c'était un point fort pour certains professionnels, notamment ceux qui travaillent avec, par exemple, beaucoup de crustacés ou des carcasses d'animaux, etc. Donc, ils pouvaient en tout cas les faire collecter par leurs prestataires. Acceptation des salariés plus, c'est-à-dire que pour les professionnels, c'était facile à mettre en place. Et donc, vu que les salariés, c'était aussi pour certains restaurants, par exemple, une manière d'avoir des salariés motivés parce que c'était en accord avec ça donnait un sens à leur travail. Et puis, donc voilà, donc c'était vraiment un point fort pour le restaurant. Une gestion éco-citoyenne qui permet un retour au sol des biodéchets. Donc, voilà, un geste pour l'environnement, ça a été souvent évoqué, donc avec la production d'un amendement organique encore. La valeur ajoutée pour l'image de l'entreprise, le fait aussi de pouvoir le communiquer aux clients, même si ce n'était pas toujours fait par les professionnels. Mais en tout cas, c'était voilà, un point évoqué. Et générateur d'emplois, notamment pour les associations locales de collecte à vélo, voilà, le fait de pouvoir créer de l'emploi pour collecter ces biodéchets. Sur les bonnes pratiques,
pratique, les éléments qu'on voulait évoquer, donc c'est les points qui sont ressortis aussi des enquêtes, c'est adapter les fréquences en fonction de la saison. Pour certains, notamment, c'était compliqué si avec la saison estivale, on avait plus de biodéchets. Donc, pour garder une fréquence hebdomadaire, la possibilité, c'était d'avoir un local réfrigéré. Ceux qui en avaient pouvaient se permettre de garder la fréquence hebdomadaire, mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui avaient, par exemple, une adaptation de la fréquence lors de la haute saison pour pouvoir gérer un peu l'afflux de biodéchets. Et puis, sur les points aussi de sensibilisation, il y a quand même une sensibilisation des salariés à prévoir, même si voilà, c'est facile à mettre en place. C'est quelque chose qu'il faut prévoir. Elle est souvent proposée par le prestataire. Et pour la partie client, alors on n'a pas eu beaucoup de restaurants où le client devait trier lui-même son assiette. Mais en tout cas, quand c'était le cas et qu'il y avait le professionnel faisait remonter que la sensibilisation pouvait parfois être difficile, et ben la solution, voilà, c'est de ne pas hésiter à se former, encore une fois, pour bien communiquer et connaître les éléments de langage. Donc, voilà pour les deux solutions qui sont venues de l'enquête et voilà pour la restitution de l'enquête. Maintenant, on peut faire un temps de questions, savoir si vous avez des points que vous souhaiteriez un peu approfondir. On vous propose de lever la main. Alors, pour ça, vous cliquez sur réaction, le petit smiley dans la barre de menu. Et puis, vous avez petite main levée. On peut distribuer la parole. Et puis, il y a également Patrick qui a noté les questions dans le fil de discussion. Et on prendra aussi les questions qui reviennent et sur lesquelles on a des réponses immédiates à vous donner. On a combien de temps pour les questions-réponses, Julien? C'était 10 minutes 5-10 minutes, quoi. Après, il nous reste 40 minutes pour les témoignages. C'est vrai qu'il va y avoir aussi les témoignages. On aura un temps de questions aussi après les témoignages. Donc, s'il n'y a pas de questions avec les mains levées, à ce moment-là, on peut peut-être passer aux questions écrites. On a eu un certain nombre. Ouais. Donc, il y a une première question sur... je n'ai pas de vidéo, donc... il y a un petit problème technique, mais voilà, je reviens sur les questions. Donc, il y a deux questions qui sont sur le contrôle des réglementations. Donc, il faut savoir que les déchets, c'est une responsabilité du maire de la commune. Donc, si jamais il y a des choses qui ne vont pas et qui sont rapportées au maire, il peut déclencher quelque chose. Après, les contrôles, après, ils interviennent aujourd'hui surtout sur les sites classés, donc ce qui n'est pas le cas en ce qui nous concerne pour les sites avec des petites quantités. Et donc là, quand c'est des sites classés, c'est la DREAL, donc des organismes d'État qui se déclinent par région et département, qui peuvent faire ça. Mais à notre connaissance, pour le moment, moi, j'ai jamais entendu parler de contrôle réellement sur les professionnels, ou les autres d'ailleurs, ou les établissements. Donc, voilà. Mais normalement, c'est soit DREAL, c'est important, mais en ce qui nous concerne, pour ce dont on parle aujourd'hui, c'est le maire de la commune qui est responsable des déchets qui sont sur la commune, donc y compris les biodéchets. Ensuite, on avait une question sur le volume de bac à prévoir. Donc, effectivement, comme ça a été un peu évoqué, c'est en fonction du volume du gisement, hein. Donc, l'important, c'est de faire des pesées. Après, selon les secteurs économiques, notamment s'il y a de la restauration, il faut voir quel est le type de biodéchets. En restauration, on va avoir certainement des biodéchets qui vont être beaucoup plus liquides que, par exemple, en camping ou chez un traiteur ou chez un épicier. Donc, c'est en fonction du gisement qu'il faut et du volume qu'on pourra établir le bon dimensionnement. Sans parler des cas où on peut faire des actions contre le gaspillage alimentaire. Donc, ça, c'est surtout les restaurations collectives.
On nous demande également des noms de labels qui imposent la Mm. gestion des biodéchets. Mais ça, j'en ai pas connaissance. Donc, je sais pas Si, bah, on a la Clé Verte, par exemple, qui est un label qui impose la gestion des biodéchets sur les sites. À partir de, enfin, il l'imposait à partir de 2022, en tout cas. Donc sur leur prochaine session 2023. Et après, ça, c'est le label qui l'imposait sur les campings et les restaurants. Et pour les campings, on a Via Natura aussi qui préconise, mais ce n'est pas encore une obligation, je crois. Après, on ne les a pas eu au téléphone explicitement, donc ça, c'est les données sur leur site internet. Ouais, de toute façon, l'obligation, elle viendra avec la loi AGEC au 1er janvier 2024. Oui, oui, ouais. Voilà. Après, donc, je pense que le label, peut-être qu'ils l'intégreront. Une autre question sur est-ce qu'on pourra faire suivre des affichages imprimés? Bon, ça, Sonia, on verra ce qu'on peut faire. Oui, ben, on demandera l'autorisation à ceux qui sont sur le diaporama, voir s'ils peuvent fournir leurs fichiers sources. Ouais. En général, nous, au niveau du RCC, on a une médiathèque où ceux qui veulent partager, parce qu'on est sur un fonctionnement associatif, donc c'est beaucoup dans le partage d'expériences et d'outils. Les collectivités, les établissements nous envoient leurs documents qu'on met en ligne. Par contre, c'est les adhérents après qui ont accès au téléchargement, à l'exception de quelques-uns qui sont ouverts à tous. Sinon, il faut quand même demander l'autorisation à l'établissement. Et puis après, les affichages, ça dépend un petit peu des secteurs, quoi. C'est peut-être pas forcément la même chose dans un camping que dans un restaurant. Donc, oui. En tout cas, on mettra sur les fiches pratiques, vous aurez des exemples déjà pour voir ce que font les autres. Et après, si vous voulez un fichier source tout fait, à copier-coller, on se renseignera auprès de ceux qui les ont réalisés. Ensuite, on a une question sur la tenue des registres. Alors, bon, là, il faut voir la réglementation parce qu'en fonction des volumes, on n'a pas forcément les mêmes contraintes. Mais voilà, dès qu'on commence à avoir un volume qui correspond à la réglementation, donc un petit volume, normalement, il n'y en a pas besoin réellement. Mais dès qu'on commence à un volume plus important, effectivement, il faut tenir un registre et malheureusement, il ne faut pas le cacher parce que aujourd'hui, même s'il n'y a pas beaucoup de contrôle, si jamais ça vient, il faudra bien les présenter. Donc voilà, mais ça dépend des cas. Voilà. Et malheureusement, la réglementation, on a de la réglementation qui vient du ministère de l'écologie, du ministère de la Santé, du ministère de l'Agriculture. Donc, il faut regarder un petit peu tout ça et voir dans chaque cas qu'est-ce qui est nécessaire. Mais je pense que c'est important de déterminer si c'est nécessaire ou pas pour le producteur de biodéchets en question. Ensuite, donc le prestataire, donc le prestataire que vous avez vu dans les diapos pour la collecte à vélo, c'est Ecotrivélo qui est du côté de Chamonix. Donc Sonia a répondu dans le chat. Ensuite, on a une question sur le traitement. Effectivement, quand c'est Ecotrivélo, par exemple, comme une société comme Ecotrivélo, après ils ont des sites où ils ont des sites de compostage. Donc ils sont des petits sites de compostage et c'est eux qui le traitent sur place. Voilà. Donc, ils ont parfois un site, parfois plusieurs sites, et ils traitent des petits volumes sur chaque site, avec chacun sa méthode. Hein. Il y a vraiment différentes solutions, soit des terrains prêtés par les communes, soit des terrains prêtés par des privés. C'est assez variable. Mais le traitement, effectivement, il est bien compris dans le coût, parce qu'effectivement, quand on parlait du coût au kilo, derrière, la société qui fait la collecte à vélo, elle fait aussi du compost. Voilà. Ensuite, une dernière question sur des ratios utilisés pour la mise en place de compostage pour les campings. Alors, je ne sais pas exactement de quel ratio vous parlez, mais voilà, le premier ratio, le premier critère, c'est quel est le volume que vous produisez. Parce que selon les campings, c'est pareil, ça peut être très variable. Hein. Comme disait Julia dans son étude, elle a rencontré 2 campings qui faisaient plus de 10 tonnes par an. C'est pas la même chose. On n'est pas dans les mêmes conditions de réglementation. Sur les ratios, il y a un point,
il y a un webinaire de l'ADEME, il me semble, prochainement, justement, ils ont fait une étude un peu plus approfondie sur des hébergements. Et donc, potentiellement, ils pourraient sortir de nouveaux ratios à venir sur les campings ou autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, la biblio est assez pauvre là-dessus. Donc, voilà. Alors après, il y a eu d'autres questions pendant Oui, le... alors peut-être que on pourra les traiter après les témoignages, surtout qu'il y aura quelqu'un de WeCompost qui va Ouais, intervenir d'accord. et qui pourra peut-être préciser dans son cas particulier à lui comment ça se passe. Oui, sur l'agrément sanitaire ou le... Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on peut passer au témoignage? Yes. Alors, c'est parti. Alors, je reprends la main. Donc, voilà, donc on va passer à un partage de 3 retours d'expérience. Alors, on va commencer avec le camping des 12 cols, donc sur le plateau d'Hauteville. Donc, Gaëlle, je ne sais pas si vous êtes... Oui, bonjour, je suis là. Vous m'entendez? Super. Et ben, je vous laisse la main, du coup, pour présenter le compostage sur le camping des 12 cols. Donc, si vous voulez, je fais passer les diapos, comme ça. Oui, d'accord. Bonjour à tous. Donc, je suis Gaëlle, la gestionnaire du camping Les 12 Cols. C'est un camping d'une centaine d'emplacements, un camping très vert avec sur seulement 9 locatifs, donc plutôt une majeure partie de campeurs traditionnels. J'ai repris ce camping il y a 3 ans et il n'y avait pas de composteur, de site de compostage sur le site. Donc, je l'ai installé un peu grâce à une ancienne expérience que j'avais sur un précédent camping où j'avais mis en place un site, là, pour le coup, complètement aidé par la collectivité et dans l'achat du bac et dans l'aide avec un maître composteur, l'association Trièves Compostage à l'époque. Donc là, on va dire que je me suis sentie assez armée toute seule. Je suis allée voir la collectivité qui m'ont donc vendu. Alors, je n'ai pas retrouvé exactement le montant, mais 3 bacs en bois. Parce que moi, je voulais des bacs en bois, je ne voulais pas des bacs en plastique. Que j'ai installé, où j'ai bien mis un grillage dessous pour les rongeurs. Parce que je l'avais appris comme ça. Dans les faits, je pense que c'est quand même très utile. Mais on n'a jamais eu de problème lié à ça. Donc, les 3 bacs traditionnels, un bac pour le dépôt, un bac de matière sèche et un bac de maturation. Avec de l'affichage que j'ai repris. Ça, c'est l'association à l'époque qui m'avait proposé, qui s'était compris dans la prestation, le pack affichage. Je les ai ressollicités en adhérant en plus auprès d'eux, parce que ce que j'aimais, c'était un système de bâches compostables au final. Donc, ça faisait un côté pas plastique, pas affiche, voilà. Donc, ça me plaisait bien. Ça a une durée de vie, là, ça va faire la 3e saison. Ça commence à s'abîmer, il faudrait que j'envisage de les changer, mais voilà, c'est quand même assez costaud. À l'origine, dans mon ancien camping, j'avais mis en place le site parce que c'était une demande des campeurs qui me disaient quand même, c'est pas bien, tu devrais mettre un site. Maintenant, je trouve que c'est vraiment, pour moi, ou alors c'est lié à mes clientèles, c'est un peu inscrit dans les gènes des gens. Ça fonctionne plutôt bien, très bien, je m'emballe peut-être, mais ça fonctionne plutôt bien pour appuyer le bon fonctionnement, parce qu'on voit bien que parfois, si j'en parle pas trop, ça se remplit moins. Plus j'en parle, plus ça se remplit. Donc, ça me permet d'ajuster par rapport aux questions justement de volume de bac. Moi, j'ai pris, tu vois, c'est des bacs, je pense qu'ils font 1 mètre cube. Alors, vous avez vu les photos. Ça me fait une saison, il se remplit en une saison. Après, j'avoue que si je vois que ça va se remplir trop vite, j'en parle un peu moins. Mais les bacs, ils sont visibles et accessibles. Moi, je les ai mis vers des sanitaires, vers les éviers vaisselle. Parce que je me dis, comme ça, les gens venant faire leur vaisselle, ils mettent dans le bac. C'est à proximité. Et ils sont cachés par une haie. Donc, esthétiquement, voilà, c'est pas trop gênant. Vous voyez, il n'est pas à l'ombre parce que j'avais pas d'ombre à ce niveau-là. On a très peu de problèmes, ouais, très peu de problèmes d'odeur. Quand il y a des problèmes d'odeur, je brasse un peu plus. Voilà, j'essaie d'intervenir plus souvent.
en temps d'intervention, ça correspond totalement à ce qui est dit dans l'étude. Moi, je vais le brasser tous les 2-3 jours. Évidemment, quand on fait la vérification des sanitaires, je fais une vérif au niveau du composteur, mais c'est vraiment pas prenant ni pesant. C'est facile d'utilisation. Moi, donc on voit le flyer que je donne aux clients, voilà, pour un peu appuyer la démarche. J'ai aussi mis ce site en place, puisqu'on vous parliez de label. Moi, j'ai le label Camping Qualité, qui est un label qui a un gros volet quand même sur le développement durable. Le site de compostage n'est pas un critère obligatoire, mais c'est un critère qui forcément rapporte des points et aide à l'obtention du label. Le flyer, je l'ai en français et en anglais pour être adapté à mes clientèles. Et globalement, voilà, on met tout sauf de la viande et du poisson. Enfin, voilà. De retour, les gens ils mettent essentiellement voilà, des épluchures de légumes. Voilà un peu. Alors cette année, j'ai eu un peu des trucs plus bizarres, style des canettes, des dosettes à café compostables. Alors au début, j'ai dit bah oui, c'est pas grave, mais en fait, je les ai tout enlevées après parce que ça doit se composter pas au même rythme que le reste et ça me convenait pas. Mais bon, voilà, c'était un événement particulier. Moi, les seules difficultés, donc voilà, vous avez des affiches qui sont mises sur les bacs. C'est le plus compliqué pour moi, mais c'est une histoire d'organisation, c'est le remplissage des bacs de matière sèche. Parce que même si j'ai un camping très vert avec beaucoup de haies, beaucoup d'arbres, dans notre organisation, on coupe et on met tout à la déchetterie. Donc, j'ai pas encore investi dans un broyeur, donc ça sera une des actions à faire rapidement, parce que du coup, je me fournis en matière sèche de feuilles que j'ai l'hiver, mais bon, les feuilles, ça dure pas éternellement. J'ai un partenariat, je travaille avec un ESAT aussi, qui est une équipe d'espace vert, donc je leur demande en début de saison, quand ils sont allés dans des maisons où ils ont fait du broyat, de m'en amener, mais c'est pas c'est pas toujours possible. Moi, je suis sur le plateau d'Hauteville, donc on a beaucoup de scieries, beaucoup de bois. Donc, j'aurais moyen d'avoir des copeaux ou des déchets de bois. Simplement, c'est que du sapin, que des matières acides. Donc, je ne veux pas faire avec ça. Voilà. Et j'ai mis en place l'année dernière, moi, j'ai 9 locatives. Donc, j'ai commencé à mettre en place seulement l'année dernière les biociaux avec un résultat mitigé. Je pense que c'est pas la même clientèle. Enfin, moi, je l'ai un peu analysé comme ça. Le campeur, voilà, proche de la nature, où c'est plus facile. Dans les locatifs, ils sont moins enclins à utiliser le bioseau. Et il y en a un sur deux qui me dit oui, on verra. Et puis, je vois bien que dans les faits, soit il est utilisé toute la semaine par la famille, soit il est jamais utilisé. Et au retour sur une saison, il est quand même plutôt jamais utilisé que souvent utilisé. Voilà. Donc, effectivement, de ce que j'ai entendu, moi, j'ai pas spécialement mis trop d'infos dessus. Il faudrait peut-être que je mette un petit autocollant qui incite plus les gens à le faire. Voilà sur ce que je pourrais dire. Moi, c'est qu'un retour très positif. C'est vraiment pas compliqué, c'est facile. Voilà, brasser tous les 2-3 jours. Des fois, même peut-être plus. Enfin, je le fais moins souvent, c'est en fonction, j'allais dire un peu quand j'y pense. Après, comme je l'ai apporté de vue, j'y vais régulièrement, mais voilà, ça. Et les gens, ils jouent quand même bien le jeu. J'ai parfois des petites erreurs de dépôt, quand mon bac de matière sèche, il est presque vide. Les gens, ils ont tendance à confondre, ou alors ils ouvrent le premier bac qui leur vient sous la main et ils ne regardent pas. Donc, ce qui fait que quand on ouvre, moi, c'est des panneaux en bois qui s'ouvrent. Là, j'ai mis, c'est pas bien, mais bon, au moins c'est clair, un gros sens interdit avec no food, enfin pas d'aliments dans ce bac. Voilà. Après, c'est pas non plus, voilà, s'il y a un jet de déchets, c'est pas non plus des volumes, je les remets dans l'autre bac et voilà, c'est fait. Et moi, mon bac de maturation, moi, il mature 1 an, quoi. En fait, je le laisse tout l'hiver et puis au printemps, je le change. Et à différence de ce que j'ai vu sur les photos et puis de ce que j'avais appris, moi, mon bac de matière sèche, il est au milieu. Et un coup, j'ouvre le bac de gauche ou un coup, le bac de droite. Après, je mets un cadenas sur le bac de maturation, comme ça, je suis sûre qu'il n'y ait pas de... mais ça, c'est par rapport à ma logistique et à moi, à mon choix de fonctionnement. Mais il y a l'affichage dessus, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Et c'est un affichage plutôt visuel, comme j'ai pas mal de clients étrangers. Voilà ce que je pouvais dire.
Ok, eh ben, merci beaucoup Gaëlle pour ce témoignage. On prendra peut-être les questions à la fin et on va enchaîner sur le deuxième témoignage de camping. Alors, si je récupère mon Oui, écran. c'est la Clairette. Du coup, il faut que Ouais. tu coupes ton partage d'écran pour que Ouais, je vais je arrêter le oui, partage. Arrêter le partage, pardon. Bonjour. On va y arriver. Donc déjà, bonjour à tous. Donc nous, c'est le camping à la Clairette. Moi, c'est Jody et Oriane. Donc nous, on est situé au centre du département de la Drôme, au centre du département. Et on a notre camping depuis, ça va être notre 14e saison cette année. Historiquement, le compost chez nous, il se faisait avec des poules. En fait, on avait un parc avec des poules et donc on avait des clients qui nous demandaient où mettre les pâtes, les restes de repas. Et donc, généralement, ça allait aux poules. Et à partir de 2019, donc là, je vais essayer de vous faire un petit historique rapide, on a l'association Compost et Territoire qui est juste à côté de chez nous, qui est venue nous démarcher, nous proposer une solution clé en main et qui permettait du coup de laisser sur place beaucoup plus de choses que simplement les restes de repas, quoi. C'était beaucoup plus complet. Pour nous, c'était très intéressant. C'est vraiment un pack complet que l'association nous proposait avec notre 3 bacs fabriqués par Par un ESAT. un ESAT. Il y avait de la formation pour nous et un suivi régulier par un maître composteur. Donc ça, c'était très bien. Le coût de 2 600 € pour notre structure, il était un peu important. Donc ce qu'on a fait, c'est que rapidement, on a contacté notre interco pour essayer de savoir s'ils pouvaient au moins prendre en charge le coût des bacs, étant donné que on allait de fait réduire les ordures ménagères. Ils nous ont jamais répondu. C'est bien dommage parce que on était volontaires dans la démarche et puis eux, pas du tout. Et bon, c'est comme ça. Du coup, après, bon, il y a eu l'épisode du Covid. Je pense que c'était à peu près pareil pour tout le monde. Nous, on a mis ça de côté, ne sachant pas vraiment quelles allaient être les perspectives financières pour notre entreprise. Et à partir de 2022, notre intercommunalité est revenue vers nous avec une proposition de mise à disposition de 3 bacs de 800 €. Donc là, c'était un peu plus carré et pour nous, ça allait bien. Donc, ils nous proposaient par contre seulement la fourniture des bacs et après, on peut dire qu'en suivi, il n'y avait rien et une petite information de départ pour débuter, mais après, par contre, on a peu de suivi, quoi. Voilà. On a fait une journée de formation, mais qui avait aucun rapport avec notre intercommunalité. On l'a fait avec notre l'ADT départementale, mais qui avait aucun rapport avec l'interco. L'interco mettait vraiment à disposition les bacs et quasiment tout. Puis après, ils se sont occupés de la partie affichage. Oui, ils nous ont fourni l'affichage et aussi ce qui leur a convenu dans notre accord, c'était qu'on se chargeait du broyat. Donc eux, ils n'avaient pas d'apport à faire au niveau du broyat, ce qui pour l'instant pour eux était assez compliqué. À l'ombre et surtout loin des ordures ménagères pour éviter que les gens prennent les bacs de compostage pour des poubelles et qu'il y ait beaucoup d'erreurs de tri. Donc du coup, ça a été plutôt une bonne chose. Donc ça, c'est nos bacs avec l'affichage. Donc, comme Gaël du camping des 12 cols l'a expliqué tout à l'heure, nous, on a fait la même organisation. Le bac de broyat au milieu et un bac de maturation d'un côté et un bac de remplissage de l'autre avec un cadenas pour éviter que le bac de maturation soit rempli. Excuse-moi, Jody, on voit pas Ouais. les diapos. Peut-être il faut que tu fasses diaporama et démarrer le diaporama. On est toujours sur la première diapo là. Ah, vous avez rien vu? Ok. Mais pourtant, Essaie d'aller sur le menu dans diaporama et de cliquer sur lancer le diaporama.
Mieux? Ça arrive, je crois. Yes, on est sur les bacs là. Ah, Ok. On a tout perdu. Moi, j'ai perdu le Là. diaporama. non. Là, Il faut que vous passiez de partage d'écran depuis Zoom, je pense, parce que nous, on voit plus votre écran. Ça y est, ça arrive. Ouais. Vas-y. Et puis, ouais. Ça remarche. Là, vous voyez la première photo. première page. Oui, Euh, je descends, vous voyez la suite ou pas? Non, en fait, on voit juste l'écran avec les photos des bacs. Mais peut-être, vous avez 2 écrans ou il y en a... Non, non. Non, non, on a Non. qu'un écran. Ah, bah mince, ouais, non, je pense qu'il faut vous mettre en mode diaporama pour qu'on puisse Mais voir. on est bien en diaporama. je sais pas. Mais tout à l'heure, c'était ça. Parce que nous, on voit votre colonne à gauche. Ouais, on voit pas le mode diaporama. nous. Non, Ah, voilà. voilà. Ah, yeah, bah voilà. Là, vous voyez historique. Oui. Il défile. Oui. Ok, on va y arriver. Bon, bah, sur l'organisation, on avait fait à peu près le tour. Donc, du coup, voilà, ça c'est pendant l'été, j'ai fait une petite photo. Donc, on voit le broyat et ce qu'ont apporté les gens avec beaucoup de déchets de nourriture. Et nous, on a eu des dosettes à café compostables sans souci particulier pour ça. On a ajouté une grille anti-rongeur tout de suite parce que le maître composteur qu'on avait rencontré nous avait expliqué que c'était une bonne chose à faire. Après, on n'a pas eu de Du coup, on n'a pas eu de soucis. soucis vis-à-vis de ça. Sur le broyat, donc ça c'était un point positif pour nous, c'est qu'on était autonome sur le broyat parce que on faisait depuis longtemps du broyat sur le camping en louant une broyeuse et en parallèle de la mise en place des bacs, on avait fait une action avec le Fonds Tourisme Durable avec l'ADEME qui nous finançait notre broyeur à hauteur de 4 500 €. Donc on a acheté un broyeur qui coûtait 1 200 hors taxe et qui nous a donc coûté que 1 700 €. Donc le broyeur, le voilà. C'est une belle machine. Le moteur fait quand même 30 chevaux et on peut broyer des morceaux de bois jusqu'à 10 centimètres. On a essayé, ça marche très bien. Donc franchement, pour nous, c'était parfait, quoi. C'est arrivé à point nommé. Du coup, cette année, bon, c'était notre première année, donc c'était une année de test. On avait fait quand même relativement peu de communication auprès de nos clients, ni sur les réseaux sociaux, ni on n'a pas parlé à tous les clients quand ils sont venus s'inscrire ou venus à la réception. On avait simplement mis une pancarte que, voilà, sur le bac d'ordures ménagères pour essayer de les gens prennent conscience qu'il y avait d'autres solutions pour les déchets compostables. Sachant que les composteurs sont vraiment cachés dans le camping, ils sont vraiment dans un coin du camping pour éviter que les gens viennent par hasard jeter leurs déchets ici. Donc c'est vraiment une démarche volontaire et du coup ça demande à ce qu'ils soient bien indiqués où ils sont et comment ils fonctionnent. Voilà. Du coup, on avait quand même prévu tout de suite des bio-seaux. Du coup, notre camping, il fait 100 emplacements. On avait prévu 50 seaux. Bon, pour l'instant, on ne les a vraiment pas utilisés. On a dû en distribuer, je pense, moins d'une dizaine. Mais après, c'était aussi une année de test. Donc, les seaux, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a pris des seaux de 5 litres. On les a récupérés chez un chocolatier qui les jette. Donc, nous, on voulait vraiment pas les acheter parce que c'est dommage de ne pas pousser la démarche jusqu'au bout. On a fait faire des stickers pour mettre sur les seaux qui permettent aux clients de se rappeler à tout moment de ce qu'il faut mettre dedans et ce qu'il ne faut surtout pas mettre dedans. Donc là, on a repris les visuels que nous avait fournis la communauté de communes, histoire que ce soit vraiment les mêmes avec ce qui suit le compost. On a rajouté une petite affiche pour remercier les gens qui participaient à ça, quoi. Et du coup, Oriane faisait le
plus souvent la visite quotidienne. Oui, c'est à peu près ce que Julia a dit dans les timings. C'est 5 minutes par jour pour vérifier que tout va bien. Et puis surtout rajouter un petit peu de broyat. Mais ça, tu peux en parler après. Ouais. Donc, ce qu'on peut dire de notre retour d'expérience pour cette première année, malgré le fait que c'était une année particulièrement sèche, on n'a pas eu de nécessité de réhumidifier le compost. Ça, c'est bien connu. Par rapport au camping des 12 cols, nous, les composteurs, les parois sont vraiment hermétiques, ils sont pas aérés. Donc, je pense qu'ils se ventilaient moins, c'était peut-être aussi une bonne chose. Et que ça s'est fait, que ça a continué de bien fonctionner. On a eu très très peu d'erreurs de. On a eu un sac soi-disant compostable, mais du coup les sacs en amidon là qu'on a retirés. Et si une personne qui a qui a vidé son seau dans le bac de broyat. Et ensuite, Sinon, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. En fin de saison, le bac était presque rempli, donc un des 2 bacs. Donc, pour ce long qu'on a fait très peu de communication, on est assez content. Bonne marge de progression, hein, très certainement. Voilà. Dans les points négatifs, on a la consigne du broyat. Les gens ont rarement mis du broyat après avoir vidé leur seau. C'est un peu dommage, mais bon, peut-être qu'il faut qu'on fasse un peu plus de pédagogie auprès de nos clients quand on va leur distribuer le bio-seau pour bien leur rappeler les règles de fonctionnement, quoi. après, du coup, j'en remettais un petit peu tous les soirs. Et puis, malgré tout, le fait qu'il n'y ait pas de broyat et que ce soit moi qui le mette, je voyais un petit peu mieux aussi les erreurs. Enfin, ça sautait un peu mieux aux yeux quand c'était pas recouvert et entassé. Donc, mais voilà. Et le dernier point négatif, c'était la présence de frelons. Donc, en fait, on s'est aperçu en fin de saison qu'on avait un nid de frelons, alors pas asiatiques, des frelons de chez nous, qui était une cinquantaine de mètres du coup, en fait, il y avait en fin de saison pas mal de 2 ou 3 frelons à chaque fois qu'on allait le soir ouvrir le bac pour remettre du broyat qui tournait autour. Donc ça, c'était un point un peu négatif. Moi, je me suis fait piquer en remettant du broyat, donc vis-à-vis de la clientèle, c'est pas bien. Mais après, en fait, on saura que s'il y a des frelons, c'est qu'il y a un nid qui est quand même relativement proche. S'il y en a en nombre comme ça, un de temps en temps, c'est pas grave, mais s'il y en a en nombre tous les jours, c'est qu'il y a un nid qui est relativement proche. C'est plutôt là qu'il faut régler le problème. Voilà. Après, sinon, nous, on est très contents de la mise en place de ce système. On n'a vraiment pas de points qui font que on se dirait il faut pas le faire, c'est dangereux, c'est problématique, c'est compliqué. Vraiment, il y a pas mal de nos collègues qui sont là. Allez-y, quoi. C'est plutôt une bonne chose pour nous. Voilà, on a fait le tour. Merci à tous les deux pour le partage. Merci, oui. Donc, je vais reprendre l'écran du coup pour continuer. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, merci donc, pour ce témoignage. On continue donc, avec le restaurant Tratino. Alors, il y a Guillaume Chambon qui a eu un petit souci de dernière minute. Il ne pouvait pas être présent en live sur le webinaire. Donc, il nous a fait une petite vidéo de son témoignage qui pourra aussi être complétée par Benjamin de WeCompost, qui est le prestataire de la micro-collecte à vélo. Donc, je vais tout de suite vous partager la vidéo. Alors, je vais te partager comme ça. Donc, est-ce que vous la voyez? C'est bon? Je lance le... Oui. C'est bon?
Ouais, allez, bah, je lance. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, si je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est parce que malheureusement, je ne peux pas être présent en direct pour le webinaire. Donc voilà, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer la gestion des biodéchets chez nous. Je vais essayer d'être court. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Guillaume Chambon. Je suis, on va dire, j'ai une casquette principale de responsable des approvisionnements chez Tratino. Donc Tratino, on a créé un tiers-lieu éco-responsable dédié à l'alimentation écologique qui rassemble sous le même toit 3 espaces, un restaurant, un bar-café et une épicerie. Et l'idée, c'est de lier ces 3 espaces avec une programmation culturelle et événementielle. Et les valeurs qui fondent le projet, c'est qu'on est en 100% bio, maximum de produits locaux, en circuit court, tout est fait maison, de saison, donc voilà un peu pour nous. Au niveau de notre capacité d'accueil, on a 350 places assises, donc 150 places en intérieur et 200 places en extérieur, donc ce qui fait de nous le plus grand restaurant bio de France. Donc si vous n'êtes jamais venu chez nous, je vous invite à y venir. Au niveau donc pour parler plutôt des biodéchets, nous ce qu'on produit majoritairement, ça va être des épluchures, des coquilles d'œufs, du marc de café, il y a un peu de papier aussi avec, ou des retours d'assiettes. On travaille avec le partenaire avec lequel on travaille, c'est WeCompost, donc il me semble qu'il y a Benjamin qui est présent aussi à ce webinaire, donc il pourra sûrement vous apporter des réponses à vos questions. Nous on fonctionne avec une grande poubelle marron, donc j'ai plus le litrage, donc peut-être que Benjamin pourra vous dire, et un petit bac bleu à côté en support. En fait, si voilà, cette poubelle est trop remplie, pour éviter qu'elle déborde, on remplit ce bac bleu avec une collecte 2 fois par semaine, le mardi matin et le vendredi matin. Donc ça, c'est lié en fait à notre production. On produit beaucoup de préparation, donc beaucoup d'épluchage de légumes, de pelage de pommes de terre le lundi. Donc voilà, beaucoup de biodéchets qui sont produits, du coup c'est récolté le lendemain. Au niveau des tarifs, donc en toute transparence, pour vous donner des chiffres, sur le mois de décembre, on a payé 174 € hors taxes, en novembre 193, en octobre 223, en septembre 215. Donc voilà, à peu près environ 200 € par mois. Et cette somme, c'est selon 3 critères. Donc il y a le passage, le lavage des bacs et le traitement des biodéchets, du compostage en fonction du poids. Donc là, Benjamin peut-être pourra plus vous l'expliquer. Donc nous, on collecte nos biodéchets depuis le début. Voilà, c'était une évidence pour nous de composter voilà, ces biodéchets. C'est pas quelque chose qui est venu avec le temps, ça faisait vraiment partie des valeurs, des ambitions qu'on souhaitait depuis le début. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en fait WeCompost c'est un portail qui permet de voir en temps réel en fait les biodéchets qu'on produit et le compost qu'on produit. Donc depuis le 22 février, date de la première collecte, donc voilà, bientôt en 2 ans, on a produit près de 9 tonnes de biodéchets, du coup qui a permis de faire 2 tonnes de compost. Voilà, et au niveau des avantages et des difficultés, je vais commencer par les difficultés parce qu'en fait, il n'y en a aucune. C'est une gestion qui est très simple. En fait, on a des petits seaux blancs en cuisine où les collaborateurs mettent voilà, les épluchures, les coquilles d'œufs et après sortent ce seau blanc pour aller le mettre dans la poubelle marron à l'extérieur. Donc c'est vraiment un fonctionnement qui est simple et qui n'engendre pas de difficultés ou d'inconvénients particuliers. Voilà, c'est comme au lieu de mettre ses déchets dans une poubelle et de sortir la poubelle, bah là ça se fait dans un seau blanc, donc il y a vraiment pas de difficultés. Et après au niveau des avantages, il y en a plusieurs. Le premier, ça va être de retourner en fait le retour à la terre, de permettre de réintégrer des nutriments dans le sol qui du coup sont présents dans toutes les épluchures ou les coquilles d'œufs, le marc de café, voilà, qu'on produit. L'autre avantage, ça va être toute la communication qu'on peut faire du coup auprès de nos équipes et auprès de la clientèle. C'est un déchet aussi qui est composté pas loin de chez nous. Je pense qu'à vol d'oiseau, le site de WeCompost, il doit être à 1 km.
Et le dernier avantage, c'est il est aussi économique. Parce que voilà, en ayant fait un petit calcul, en fait, on travaille avec un prestataire privé pour la collecte des ordures ménagères. Et donc du coup, si on ne travaillait pas avec WeCompost, on devrait jeter voilà, ces biodéchets dans les ordures ménagères. Et sur le mois de décembre, ces collectes d'ordures ménagères nous ont coûté 182 €, alors que WeCompost, ça nous a coûté 174 €. Donc voilà, il y a aussi un intérêt économique de faire collecter ces biodéchets, alors que de base on pourrait croire que ça coûte plus cher, mais en fait pas forcément. Donc voilà, nous après ça n'a pas été un choix économique en premier, c'est vraiment pour tous les avantages écologiques et même logiques, je dirais, aujourd'hui de devoir trier et composter ces biodéchets. Donc voilà, si vous avez des questions ultérieures, n'hésitez pas à revenir vers moi ou sinon à venir chez nous pour discuter de vive voix. Voilà, merci beaucoup, bon webinaire. Donc voilà pour la vidéo de Guillaume Chambon. Je vais juste vous montrer quelques photos des bioseaux et puis de ce qui est utilisé sur le restaurant. Et puis Benjamin, si tu es là, si tu peux aussi compléter peut-être un peu ce qui a été dit. Alors attendez, je ne sais pas si là vous voyez mon écran du coup. Encore. Voilà. Ça devrait revenir normalement. Ouais, c'est bon. Donc, voilà, donc ça c'est pour les bacs qui sont utilisés chez le restaurant Tratino. Donc je ne sais pas si Benjamin de WeCompost est présent. Oui, bonjour, je suis là. Benjamin. Bonjour à tous. Et voilà, si tu peux nous donner un peu plus d'informations peut-être sur les bacs qui sont utilisés. Je pense qu'il a parlé d'un bac de 120 litres, c'est ça hein, C'est ça. Donc il a des petits seaux blancs et puis un bac de 120 litres. Donc oui, nous chez WeCompost, donc Guillaume a bien résumé notre activité. Donc nous on fait la collecte à vélo des biodéchets. Et donc effectivement, vous voyez sur l'image le type de véhicule. Là, on a deux véhicules comme ça. Donc devant, vous avez un vélo cargo et derrière une remorque qui nous permet de mettre les bacs et de charger de façon assez conséquente. C'est une remorque qui a une rampe d'accès qui nous permet de collecter tous les types de bacs. Donc nous, on travaille avec 3 types de bacs. Le plus petit, c'est le bac blanc, vous pouvez voir également. Donc le bac de 22 litres, c'est le bac que l'on met lorsqu'il y a des petits gisements, donc des petits restaurants, des bureaux, et qu'on vient collecter très facilement. On a un volume un peu plus grand qui fait le double, voilà, qu'on adapte en fonction également du gisement. Et puis, on collecte les bacs roulants de 120 litres qui sont un peu plus connus et qu'on voit un petit peu partout sur la collecte des ordures ménagères. Et ben nous, on les utilise également pour la collecte des biodéchets. Et donc, c'est pour ça qu'on a une rampe pour pouvoir accéder sur la remorque. Sur cette remorque à vélo, on peut mettre jusqu'à 3 bacs 120 litres. Et notre capacité, ces remorques en poids, sont d'environ 200 kg par chargement. Ce sont 200 kg de biodéchets. Voilà d'autres photos. Donc là, c'est de ce matin, donc voilà, sous la neige. Et puis, nos différents types de bacs qu'on utilise. On utilise de plus en plus ces bacs roulants marron, en fait. Voilà, parce qu'on a des clients où les gisements sont un peu plus élevés qu'au tout départ, où on avait essentiellement des bacs blancs. Voilà. Pour la partie collecte à vélo, notre rayon d'action, donc nous on est à Lyon, on est dans le 2e arrondissement, dans le quartier de la Confluence, et effectivement on rayonne dans un rayon de l'ordre de 4 à 5 km à vélo autour de notre site. Donc Tratino, en effet, il est vol d'oiseau, je pense qu'il est à 1 km. On doit mettre un petit quart d'heure à vélo pour y aller, parce qu'on est quand même en ville et en milieu dense, donc il y a de la circulation, il y a des feux, etc. Mais géographiquement, on est très proche.
D'une manière générale, c'est le cas pour tous nos clients collectés à vélo, parce qu'après, ils se posent la problématique, lorsque c'est loin, la problématique économique, malgré tout. On va y passer beaucoup trop de temps. On ne peut pas se permettre de passer non plus 1 à 2 heures sur un vélo pour aller chercher des biodéchets loin. Donc voilà, on se cantonne donc, finalement à la ville de Lyon et quelques communes limitrophes au sud de Lyon pour la partie vélo, parce qu'on n'a qu'un seul site de compostage aujourd'hui. Une fois qu'on a collecté tous ces différents prestataires, on a à peu près 80 clients vélo. Sur Lyon, on fait à peu près 20 tonnes de biodéchets collectés à vélo et compostés par mois. Aujourd'hui, en début 2023, fin d'année dernière également, et on vient composter sur notre site. Donc, on a une étape de pesée avec une application mobile qui nous permet d'avoir toute la traçabilité. On fait du tri, on enlève les indésirables. Donc, indésirables, vous savez à peu près tout ce que c'est le plastique, c'est tout ce qui ne se composte pas. Et après, on passe dans un broyeur et après, on le met dans des bacs, dans des cellules de compostage avec de la matière sèche. Bon, là, je ne vous apprends rien, mais voilà, on a ce travail-là au préalable. Voilà ce que je peux dire. Et pour finir sur notre prestation, quand on a la prestation globale, il y a aussi le lavage. Donc, Guillaume l'a précisé tout à l'heure. Donc, nous, on lave systématiquement les bacs sales. On a fait le choix de ne pas mettre de sacs plastiques à l'intérieur de nos bacs. On aurait pu le faire, qu'ils soient compostables ou pas compostables. Mais le sujet étant pas très clair en tout ce qui est compostable et pas compostable. On a toujours des éléments de plastique qui retournent dans les sols. Donc, nous, on s'est dit, on ne met pas de sac. Les clients mettent directement les biodéchets dans les bacs. Et après, c'est à nous de laver. Donc, on lave les bacs avec un Karcher. C'est un choix qu'on a fait. Et il y a d'autres solutions qui existent et qui sont tout à fait envisageables. Donc, on a une partie de lavage qui est assez importante. Voilà ce que je peux dire. Et pour souligner aussi ce qu'a dit Guillaume de Stratino, on a également un espace en ligne dédié qui permet effectivement aux clients de façon quasiment instantanée de savoir combien de kilos de biodéchets il a généré par rapport au pesé qu'on fait. Il peut avoir son résultat assez facilement et puis il peut faire effectivement des bilans. Donc, ce qu'a dit Guillaume, effectivement, en 2 ans, ils ont produit environ 9 tonnes de biodéchets. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Alors, il y a des questions dans le chat, oui. Ouais, j'ai vu, alors j'ai pas tout lu, j'ai vu des choses. Il y avait des choses sur l'agrément sanitaire du site. Ah oui, je l'ai pas précisé. Je peux les reprendre si tu veux, j'ai toutes les questions, Sonia. Si tu veux, je peux les reprendre, j'ai toutes les questions. Pardon, eh ben vas-y, Patrick. Ouais. Donc la première question, c'était aussi sur l'agrément sanitaire pour WeCompost. Est-ce qu'il y a une obligation d'agrément sanitaire? Oui, nous, on a l'agrément sanitaire, on l'a demandé. Donc, quand on a commencé au départ, on faisait moins d'1 tonne par semaine. Donc, on a pris notre temps en disant qu'on était sous la réglementation de compostage de proximité. Bon, très vite, on a grossi et puis on avait de plus en plus de clients qui nous demandaient de déposer justement la viande et le poisson, enfin les matières animales qu'on ne prenait pas au départ. Donc, on a simplement, voilà, on s'est dit, il faut qu'on ait cet agrément. Pour nous, c'est obligatoire et effectivement, on l'a depuis 1 an maintenant, un peu plus. C'est une démarche qui peut être un petit peu longue. Il y a beaucoup de papiers, beaucoup de documents, beaucoup de choses à faire et le délai il se passe quand même plusieurs mois entre le début de la mise en place de l'agrément et l'obtention finale, quoi. Voilà. Mais oui, compost, un agrément sanitaire. Et une autre question, c'est quelle est la capacité du site de compostage? Alors, il me semble que vous l'avez dit, mais... Aujourd'hui, sur le site de la Confluence, on est environ à 230 tonnes de biodéchets par an en capacité de compostage. Il arrive à saturation et voilà, on va déménager d'ici le mois de septembre 2023 sur un autre terrain un peu plus grand. Toujours à Lyon. Ok,
Très bien. Une autre question sur l'aspect des bacs de 120 litres. Hein. Est-ce que c'est pas trop compliqué de les vider parce qu'effectivement, ça doit peser. Effectivement, j'ai oublié de préciser un élément important. Quand on a décidé de passer aux 120 litres, effectivement, il n'était pas concevable de les vider manuellement. Donc, on a investi dans un lève-bac. Et ben, voilà, ça change beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort. Il faut juste positionner la poubelle dans le lève-bac, puis après appuyer sur deux boutons et la poubelle se vide. Donc oui, c'était associé. Enfin, l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Donc oui, lève-bac si on utilise des bacs roulants. Ça, c'est une évidence, ouais, tout à fait. Les blancs et les bleus peuvent être manipulés à la main. Voilà. Ok, merci. Et une dernière question. Compostage, donc cellules traitement aérobique. Point d'interrogation. J'ai lu. D'accord. Nous, on a des cellules. Quand je dis des cellules, c'est des blocs béton, donc ça fait des cellules, des bacs. C'est comme des bacs, c'est comme le compostage en bac. Hein, on apporte les biodéchets, donc nous ils sont broyés pour avoir une décomposition un peu plus rapide. On apporte de la matière sèche, on mélange tout ça et après on les met dans les bacs. Et régulièrement, on vient faire des retournements. Donc nous, un retournement, c'est aussi un changement de cellules. Et on a un délai un peu plus court parce qu'on les retourne un peu plus souvent. Et il y a ce broyage, comme je vous disais. Donc, on a un process, en 3 mois, on arrive à avoir un compost criblable et terminé, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, c'est sensiblement la même technologie, la même façon de faire que les bacs en bois. Ok, et je vois qu'il y a un nouveau message. C'est pas pour vous. Donc, on répondra à la question tout à l'heure. S'il y avait une question sur ce que vous faites du compost, enfin qui s'adresse du coup oui. aux 3 témoins, vous pouvez peut-être. Qu'est-ce qu'on fait du compost, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites du compost et puis aussi pour les campings après. Alors, qu'est-ce qu'on fait du compost? Nous, on le vend. Donc, le compost, une fois qu'il est terminé chez nous, on l'analyse pour avoir la norme NFU 44051, qui est la norme sur les amendements organiques. Donc, il nous permet de dire, bah oui, c'est bien du compost qui correspond aux règles actuelles. Et puis, on a aussi toute une analyse liée, on fait régulièrement analyser par rapport à l'agrément sanitaire. On doit prouver qu'il n'y a pas des bactéries pathogènes, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement. Et une fois qu'on a fait ces étapes-là, le compost, on le vend. Alors, qui va être notre clientèle? Principalement des gens qui habitent sur le territoire de la métropole, des particuliers, pardon, et qui ont plutôt un pavillon avec un jardin et qui vont l'utiliser dans leur jardin, dans leurs aménagements sur leur terrain. On a aussi des professionnels, des paysagistes, des maraîchers urbains. On n'a pas de maraîchers ou d'agriculteurs tout simplement parce qu'on fait de trop petits volumes aujourd'hui. Donc, on ne peut pas capter ces clients. Et puis, on a eu la chance, en fin d'année, on mène une expérimentation avec la métropole de Lyon sur la régénération de terres fertiles à partir de compost de biodéchets et d'autres éléments pour éviter qu'en ville comme Lyon, on importe de la terre végétale lointaine, entre guillemets, et qu'on fasse avec la terre issue des chantiers de la ville, en mélangeant tout ça avec du compost et d'autres ingrédients, arriver à recréer une terre fertile qui permettrait de planter un peu de végétation et de reverdir la ville. Donc, ça nous a capté pas mal de volume cette année 2022. Voilà. Merci. Et ben, même question pour camping des 12 Cols et la Clairette. On va commencer par Gaëlle. Moi, au camping, comme je l'ai dit, on a beaucoup d'arbustes, de fleurs. Donc, moi, c'est tout réutilisé dans mes fleurs au printemps. Et si j'ai un surplus, je le rajoute sur les buttes à rembourrer. C'est pas un souci. Ce qui fait que cette année, j'ai eu le premier prix des campings fleuris de moins de 100 emplacements. Ouais, je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai eu une différence quand j'utilise le compost ou pas.
Du coup, chez nous, comme c'était la première année, on n'a pas encore réutilisé le compost, mais ça ne saurait tarder. Là, on va sans doute l'utiliser ce printemps sur les plantations. De toute façon, pour nous, l'idée, c'est que le compost reste sur site et qu'il ne soit pas vendu ou envoyé. Donc, largement la place pour faire ça. Merci. Je vois qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes pour terminer. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, de continuer à les écrire dans le fil de discussion pour qu'on puisse terminer à l'heure, ou de rester un petit peu plus tard. Nous, on est jusqu'à 17h. Si il y en a qui veulent rester aussi un petit peu plus tard, je leur passe la parole, Julia. Il y a peut-être, excuse-moi, il y a peut-être une question encore pour Benjamin. C'était sur l'analyse des lots pour le compost. Est-ce que c'est l'analyse pour un lot, ça correspond à une cellule telle qu'il l'a décrite ou pas? Alors oui, nous, comment on est organisé, chaque cellule correspond effectivement à un lot. Après l'analyse, c'est plus, je fais plusieurs échantillons de lots. Je prends plusieurs lots et ça me fait plusieurs échantillons que j'envoie. Évidemment, grosso modo, on a 2 analyses par an à faire. Donc, je fais un petit mélange de lots avec traçabilité. Et voilà, je tiens mes analyses. Et après, voilà, j'ai toute une traçabilité interne sur des fichiers, sur chaque lot, voilà, avec tout l'historique, les dates de retournement, de criblage, les entrées de biodéchets, les dates, les poids, etc. Ça, j'ai ce suivi-là, oui. Ok, merci. Donc, on peut passer à la suite, Julia. Ok. Merci en tout cas pour ces 3 témoignages. Donc, on va finir par conclure donc, sur l'enquête qui a été réalisée. Donc, c'était un premier état des lieux sur la question des professionnels. C'était en fait la première fois que le RCC Aura faisait une enquête comme ça sur la question des professionnels. Donc, ça nous a permis d'avoir des premiers retours, notamment sur, on l'a vu, 2 catégories en particulier, camping et restaurant, qui nous ont fourni pas mal de résultats. On voit qu'il y a des retours d'expérience qui sont intéressants et des choses qui pourraient être mises en place sur d'autres territoires ou auprès d'autres professionnels. On a aussi vu par cette étude qu'on pouvait aussi avoir des difficultés chez les professionnels. On a parlé tout au long du diaporama, mais déjà sur la méconnaissance du gisement produit, sur aussi de la méconnaissance de réglementation. Voilà, c'est pour les professionnels pas toujours évident d'avoir l'information et de savoir comment, par exemple, calculer son gisement ou quelles règles il peut mettre en place, sous quelles règles il peut mettre en place, par exemple, du compostage en bac, etc. Donc, il y a aussi un manque de formation, ça va un peu ensemble, mais c'est vrai que le professionnel doit un peu des fois se débrouiller seul pour mettre en place des choses. Alors, il y a des réseaux, il y a des fédérations de professionnels qui travaillent sur ces sujets et qui proposent des formations, mais c'est vrai qu'il reste encore des choses à faire. Et puis, le manque de temps. Alors, parfois, on a effectivement aussi des professionnels qui sont déjà avec une activité conséquente et qui ont finalement peu de temps pour penser à ça et qui vont penser que ça va être trop compliqué de mettre en place un compostage sur site ou des choses, alors qu'on a vu en fait que c'est sûr que ça pouvait être mis en place parfois sans trop de contraintes et que au contraire ça faisait gagner par exemple sur la réduction d'ordures ménagères ou sur et donc ça pouvait même faire peut-être gagner du temps sur certaines autres activités. Donc voilà, en tout cas c'est un point aussi sur lequel qu'il faudra bien prendre en compte. Et puis le coût, il y a quand même un coût pour mettre en place ces solutions de tri à la source. On l'a vu notamment pour la restauration, où, voilà, ça va être un coût par mois, mais c'est à mettre encore en contrebalance d'autres choses qui peuvent aussi venir en économie. On l'a vu par exemple sur moins d'ordures ménagères, donc potentiellement moins de factures d'ordures ménagères ou d'autres coûts. Et puis, Julia, il faut aussi préciser que de toute façon, comme ce sera réglementaire au 1er janvier 2024, s'il y a une mise en place de collecte de biodéchets, elle sera facturée. Parce que, comme vous avez compris, il y a des contraintes de lavage,
il faut des bacs spéciaux, il faut des camions spéciaux. Donc, les collectivités, si elles le mettent en place, elles le factureront forcément. Voilà, merci. Donc, voilà pour les conclusions de l'étude. Je laisse la parole à Sonia pour les perspectives 2023 et notamment sur ce qui va se passer cette année pour le RCC. Oui, donc on est en train de finaliser, enfin Julia est en train de finaliser le contenu de 5 fiches qui sont basées sur cette étude et qui sont vraiment des mémos pratiques pour vous professionnels. On a déjà terminé une première fiche que vous aurez en exclusivité là, à l'issue du webinaire. Je vais vous la mettre tout de suite dans le chat. Voilà, donc sur cette fiche, vous retrouverez tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur qu'est-ce qu'il faut faire pour démarrer, quels sont les points d'attention, et puis quelques exemples signalétiques. Et pour être tout à fait transparente, on a un peu plus de travail sur les 4 fiches restantes, dans la mesure où, comme vous le montrait Julie au début, on a eu beaucoup moins de retours terrain pour les autres catégories de métiers. Donc nous, on est vraiment sur un fonctionnement associatif, c'est-à-dire qu'on marche beaucoup sur du bénévolat. Les personnes qui participent au contenu ou à la relecture des fiches font ça bénévolement pour faire avancer la question du compostage. Donc si vous avez des compétences sur l'une ou l'autre de ces activités, que vous soyez prestataire ou vous ayez un établissement et que vous vous sentez compétent pour relire les 4 fiches restantes, on est très très preneur de votre expertise. Merci d'avance. Et puis, on va finir avec un dernier temps de parole qui va concerner le camping. Je ne sais pas dans quel ordre vous avez prévu d'intervenir, Patrick et Julie. Je vous laisse faire la conclusion sur ce qui va se passer l'année prochaine pour les campings. On n'a pas prévu d'ordre, mais bon, Julie, tu peux intervenir si tu veux rapidement, et je compléterai si nécessaire. Ok. Bonjour à tous, Julie Jacquier, directrice territoriale pour la Fédération de l'hôtellerie de plein air. C'était un rapide témoignage pour juste souligner la collaboration qui avait commencé avec le RCC depuis l'année dernière, au printemps dernier, où on a justement discuté avec Julia de l'étude, de l'enquête qui a été effectuée, qui pour nous était aussi très intéressante, puisque c'est un sujet qu'on avait abordé, mais de manière assez informelle, je dirais. Là, donc, ça a appuyé un petit peu les éléments. Ça nous a permis de connaître aussi plus d'éléments sur nos établissements, puisqu'on n'avait que des retours, comme je disais, un petit peu informels de quelques établissements là-dessus, positifs ou négatifs. Donc, ça a permis d'aborder les choses un petit peu différemment, de manière un peu plus construite aussi. Et cette enquête nous a permis de nous dire aussi qu'il y avait un gros besoin au niveau des établissements de camping, de cadrage, d'aide à la mise en place. On a pu le voir avec les DousCol ou la FIAP, que il était nécessaire quand même d'avoir un accompagnement. En tout cas, c'était mieux, le fait que ce soit nécessaire, c'est peut-être mieux d'avoir un accompagnement au départ pour mettre les choses en place correctement et adapter réellement à son établissement. Donc, l'idée est venue de faire intervenir le RCC sur des départements, ce qui a été le cas à ce jour en Isère et dans la Drôme. On va poursuivre les échanges et les travaux sur 2023 sur les autres départements pour former et informer un maximum de gestionnaires possibles pour qu'ils soient prêts pour 2024. Ensuite, on aura aussi d'autres temps d'échange. Le RCC sera présent lors de notre manifestation annuelle, les assises, dans une quinzaine de jours, ce qui permettra de rencontrer aussi et d'échanger en direct avec les gestionnaires, de pouvoir potentiellement leur apporter des éléments, peut-être la fiche camping qu'on a réalisée. La fédération, au travers de son groupe de travail sur le développement durable, a validé et participé un peu à amender cette fiche-là pour la faire évoluer. Et on est donc partenaire sur la fiche camping à destination de nos gestionnaires. Pardon. Et du coup, on espère que le partenariat continuera et aider le RCC sur tous les besoins qu'il pourra avoir sur notre réseau à nous, en tout cas. Voilà. Merci Julie. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter au niveau du RCC.
nous, on est ravis que dans le cadre de cette étude, on ait pu nouer une relation qui était constructive avec FRHPA, qui est très, très réactive et motivée sur le sujet. D'autant que il y a beaucoup d'entreprises de l'hôtellerie de plein air qui ont répondu à l'étude, donc ça c'était bien, ce qui a permis justement d'élaborer cette première fiche technique. Et voilà, nous on est partant pour continuer, et comme Julie l'a indiqué, on a d'autres actions qui sont en cours d'élaboration. Et ce qui est important, c'est de pouvoir assister les entreprises du secteur à s'adapter à cette réglementation à venir, et puis de le faire le mieux possible, parce que la réglementation est assez compliquée. Et ce n'est pas la même réglementation qui va s'appliquer en fonction des volumes et des types de biodéchets qui sont produits. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien prendre en considération les particularités de chaque entreprise d'hôtellerie de plein air. Voilà, donc on va se revoir effectivement au début du mois prochain, et puis on pourra répondre directement aux entreprises de l'hôtellerie de plein air qui seront aux assises. Voilà, on est ravis de ça. Et on espère que ça va évoluer dans le bon sens. Il ne reste plus beaucoup de temps pour se préparer. Voilà. Merci. Julia? Oui, eh ben, merci à tous. Du coup, on a fini notre présentation et la restitution de l'étude. Donc, je ne sais pas si on prend encore des questions, s'il y a certaines questions qui souhaitent encore être posées ou s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir. Oui, restez pas sur des questions sur lesquelles vous n'auriez pas eu de réponse. On peut donner encore jusqu'à 17h. Ouais. Tu veux les listes, Sonia, ou les quelques questions auxquelles on n'a pas répondu? Du coup, si vous voulez, je peux répondre à une des questions qui n'a pas eu de réponse. C'était vis-à-vis de la redevance spéciale des ordures ménagères. Nous, on en a une, bien sûr, avec la collectivité. Et le fait qu'on ait mis des composts, même si on a essayé de négocier, n'a pas fait diminuer le coût de la redevance. Donc, on apporte moins d'ordures ménagères, mais on n'a pas de diminution. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'était au niveau du dimensionnement. C'est vrai qu'à priori, il n'y a pas pour l'instant beaucoup on peut pas dire d'abac en disant on a tant de place, on veut tant de mètres cubes de composteurs. Mais je voulais juste dire que c'est quand même assez facile dans la mesure où si on n'a pas assez de place et qu'on voit que ça marche très bien, on peut aisément rajouter un bac ou deux bacs. C'est très facile et voilà, donc ça doit pas être faut que ce soit bien sûr dimensionné correctement au départ, mais c'est quand même facile d'ajuster le tir. Voilà. Merci, Oriane. Donc, je vais revenir sur juste les questions auxquelles on n'a pas répondu. En fait, on n'a pas répondu sur le moment tout à l'heure, mais entre-temps, on a apporté des réponses. C'était sur la revente de compost, sur l'agrément sanitaire. Il y a juste un point qui a été évoqué, c'est suite au témoignage de Gaël, que les pains dans le broyat, ce n'est pas très grave. Je suis assez d'accord avec ça, dans la mesure où effectivement j'ai vu des expériences avec du broyat de résineux et ça fonctionne assez bien aussi. Voilà. Mais bon, après un mélange, c'est toujours mieux, mais voilà, ça fonctionne assez bien. Voilà, après les autres questions, en fait, elles ont été évoquées, comme je disais, sur agrément sanitaire ou vente de compost. Donc, je n'ai pas d'autres questions, à moins qu'il y en ait d'autres qui soient apparus. Ouf, 12 nouveaux messages. J'espère que ce pas des questions. Non, les personnes répondent entre eux. Voilà, c'est des merci. C'est des discussions entre les personnes. Okay. Et il me reste à remercier tous les participants. En premier, Julia Fèvre qui a beaucoup travaillé avec beaucoup de relances téléphoniques et mails auprès des professionnels pour qu'on puisse avoir un maximum de retours. Patrick qui est donc administrateur. Il y a 12 administrateurs pour information qui sont bénévoles au FCC Aura. Comme 13, ça. Hein. 13 administrateurs, pardon. Je remercie aussi les témoins pour la qualité de leur témoignage. Puis c'est toujours très chouette d'avoir des personnes qui en direct, on sent
leur intérêt pour ce sujet-là, puis ça peut donner envie à ceux qui hésiteraient encore. Voilà, on est au tout début, donc on est là au niveau du RCC pour vous accompagner. Il y avait aujourd'hui, dans ceux qui ont assisté à la présentation, de nombreuses collectivités qui étaient là aussi, j'imagine, pour définir leur stratégie. Et puis de nombreux prestataires, donc des structures accompagnatrices qui peuvent, sur chacun des territoires, être là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez être mis en relation avec ces structures. Merci à tous et puis bonne soirée et à bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à contacter le RCC. Merci.